Bonjour à tout le monde, toujours ravi de vous retrouver sur ce temps d'échange autour de Destination d'Excellence. Donc aujourd'hui, social et sociétal. Audrey, la parole est à toi. Allez, bonjour à tous. En effet, c'est parti. Je partage immédiatement mon écran parce qu'il y a un certain nombre d'éléments, bien sûr, à communiquer sur ce pilier social sociétal. J'imagine que tout le monde voit bien. Véronique, c'est Bon, bon? c'est parfait, Allez. oui. On va donc parler aujourd'hui des critères de ce volet social sociétal donc qui concerne respecter donc l'égalité, faciliter le dialogue et la transmission. Ce sont les critères donc numéro 145 à 155 bien sûr du référentiel pardon qui date du 27 mars 2025. Allez, pour revenir effectivement sur ce pilier social et sociétal, juste une petite introduction sur cette notion sociale et sociétale, hein, pour que nous soyons également en termes de vocabulaire toutes et tous sur la même longueur d'onde. Donc, l'entreprise, il faut la voir un peu comme une maison. J'aime bien finalement cette métaphore et se dire finalement que le volet social, il concerne en fait comment on prend soin des personnes qui vivent, qui travaillent dans la maison. Donc concrètement, ce sont les salariés, les partenaires, les fournisseurs, les parties prenantes un peu internes de notre entreprise, de notre maison. Et quand on parle du volet sociétal par rapport à cette maison, finalement, ça représente plutôt comment cette maison, elle interagit avec son quartier, avec la communauté finalement qui l'entoure, donc finalement la société au sens plus large. Donc, le volet social, il touche vraiment, dans notre cas, aux conditions de travail, au bien-être des salariés. Il garantit bien sûr un environnement qui va favoriser l'épanouissement de tous, l'égalité, la sécurité, mais également, donc bien sûr, il va englober la santé au travail, bien sûr, l'équilibre vie professionnelle et personnelle, la formation, l'inclusion, hein, notamment, on pourrait parler bien sûr d'accessibilité de handicap et bien sûr de dialogue social. Quant au volet sociétal, qu'on verra un petit peu moins développé finalement dans ce pilier, malgré le fait qu'il porte ce terme-là, le volet sociétal, il examine comment l'entreprise elle agit en tant qu'acteur responsable vis-à-vis finalement de la société, incluant le soutien aux causes d'intérêt général, l'impact que vous avez sur les communautés locales, les associations par exemple, et puis bien sûr l'engagement éthique et voire même la participation à l'éducation de l'ensemble, pareil, des parties prenantes externes de l'entreprise. Donc ça, c'était juste pour reposer un peu le chapeau. J'en viens bien sûr maintenant aux critères, pardonnez-moi. Donc, le critère 145 qui concerne donc les prestations sociales qui vont au-delà de la réglementation. Hein, le critère exact dit l'établissement propose à son personnel ou à ses saisonniers des prestations qui vont au-delà de la réglementation. Alors, concrètement, c'est vrai que c'est un point qui est quand même important, cette notion de prestation sociale qui va au-delà de la réglementation. Déjà parce que on doit bien prendre en compte tous qu'on est quand même dans un contexte de tension sur le marché de l'emploi, hein, que ce soit pour nous-mêmes d'ailleurs ou pour vos socioprofessionnels, hein. Et donc proposer aujourd'hui dans une entreprise des prestations qui vont au-delà de la réglementation, mais ça va permettre d'attirer potentiellement de nouveaux profils, hein, et notamment dans des zones parfois un peu tendues ou certaines zones un peu rurales. Ça va permettre aussi de fidéliser vos saisonniers et bien sûr vos permanents, de renforcer, si vous en avez une, de marque employeur ou d'ADN propre à votre entreprise, de valoriser aussi le sentiment d'appartenance à l'équipe. Et donc, c'est vrai que ces actions dites facultatives ont un fort impact humain, hein. C'est souvent peu coûteux, hein, en plus. Il faut vraiment regarder ça au regard justement des bénéfices concrets que ça va apporter dans votre entreprise, dans votre stabilité. En termes d'actions concrètes que l'on peut retrouver, sur lesquelles vous pourriez donc mettre en avant au moment de l'audit, hein, cette réponse favorable à ce critère. Donc, bien sûr, on retrouve tout ce qui est lié au chèque vacances, hein, l'attribution aux salariés de chèques vacances, de titres restaurants, bien sûr, qui favorise l'accès, que ce soit à des loisirs en période creuse ou effectivement à des repas. La proposition, effectivement, de vêtements professionnels rentre aussi dans ces prestations sociales, hein, les uniformes ou tout simplement rien qu'une veste,
ou dans les stations, par exemple, de sport d'hiver quand il fait un peu froid, hein, je pense dans les Pyrénées, par exemple, ben, en effet, une petite doudoune, ça va rentrer dedans. On a également tout ce qui est des logements à tarifs réduits, notamment pour les saisonniers, hein. On voit aujourd'hui des partenariats qui se créent avec certaines collectivités locales pour héberger les saisonniers à des tarifs plutôt avantageux, hein. Je sais par exemple dans les bonnes pratiques qu'un office de tourisme en Occitanie, justement, a instauré ce qu'on appelle un bonus logement saisonnier avec une aide de 100 euros par mois pour tous les saisonniers qui sont effectivement hors domicile. Donc ça, voilà, ce sont des choses aussi que l'on peut mettre en place. Bien sûr, il y a tout le volet effectivement de l'aménagement du temps de travail avec les plannings anticipés. Donc, on parle effectivement voilà, de communication peut-être au moins 6 mois à l'avance, si possible, des plannings, hein. Je vous rappelle que réglementairement, le planning prévisionnel, il est obligatoire au minimum sur 15 jours d'affilée. Et comme son nom l'indique, il est prévisionnel. Donc, dès lors, cela sous-entend que avec accord du salarié, on peut aussi prévoir des changements. Donc, et c'est important pour justement l'organisation personnelle de chacun de vos collaborateurs de pouvoir avoir ça. On a aussi ce qu'on appelle les repas subventionnés. On en a parlé, hein, les chèques déjeuner. Voilà, mais dans ces prestations sociales aussi, par exemple, on a des offices de tourisme qui proposent ce qu'on appelle des journées bien-être, par exemple en fin de saison, avec des massages, des ateliers de sophrologie, des ateliers de cohésion avec des repas collectifs, hein. On a également, comment dit-on, des propositions d'accès à des activités de sport ou de détente qui sont intégrées d'ailleurs dans des programmes de qualité de vie au travail. Mais demain, votre entreprise qui participerait à un programme d'appui, par exemple, sur le sport, pour aller à la piscine, pour faire de l'escalade ou autre, ça rentre là-dedans. Donc, vous, ce que vous allez devoir faire pour répondre à ce critère, c'est tout simplement lister, et ça, je vous encourage vraiment à bien lister tous les avantages sociaux qui sont bien à disposition des collaborateurs et donc qui vont au-delà de la réglementation, et essayer d'identifier en face les preuves de ces actions. Si ce sont effectivement des tickets restaurants, des chèques vacances, vous aurez forcément une facture en interne. Pour les vêtements professionnels, bah, l'auditeur, une fois qu'il est sur place, il verra bien les tenues portées par les équipes. Si c'est les logements, il y aura des contrats qui sont mis en place. Pour les plannings, bah, vous les aurez soit au format effectivement informatique dans des tableurs Excel, soit tout simplement dans des logiciels de gestion RH. Vous aurez toujours la possibilité d'apporter les éléments de preuve. Donc, une fois de plus, moi, je vous recommande d'avoir d'un côté, qu'est-ce que je fais? Et de l'autre, quel est le document que je peux montrer demain à un auditeur pour prouver que l'action est bien faite? On parlait tout à l'heure également d'accès au sport, par exemple, à des activités de sport. C'est pareil, ça veut dire qu'il y aura un abonnement qui sera bien sûr mis en place. En général, c'est un critère sur lequel on arrive quand même à voir que vous êtes nombreux à développer de bonnes pratiques, hein, justement pour fidéliser, hein, vos salariés. Sur le critère 146, je vois qu'il y a des éléments dans le chat qui arrivent. Je vous propose qu'on y réponde bien sûr à la fin, hein, s'il y a des questions. Le critère 146, il parle effectivement pareil, hein, de tout ce qui va être lié à la prévention des risques professionnels et une fois de plus qui va aller au-delà, hein, de la réglementation. Donc là aussi, hein, cette prévention des risques, c'est un pilier vraiment essentiel à la responsabilité sociétale des entreprises, hein. Quand on fait de la RSE, bien sûr, la prévention des risques, c'est vraiment essentiel. Et au-delà des obligations légales, bah, on attend à ce que les entreprises mettent des mesures un peu proactives pour garantir la santé et la sécurité de l'ensemble, bien sûr, de leurs collaborateurs. Alors, par exemple, l'intervention effectivement d'experts, hein, comme des ergonomes, hein, permet d'optimiser le poste de travail, on adapte les équipements. C'est une approche qui est très personnalisée, qui est très intéressante, qui travaille notamment sur tout ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, hein, donc qui peuvent créer à terme de vraies pathologies pour vos équipes, hein. Donc ça, c'est important. Et en plus, sachez que la médecine du travail peut intervenir gratuitement dans chacun de vos offices avec en effet un comment dit-on, une personne en fait en charge, voire même, je crois même qu'ils ont des ergonomes qui peuvent venir faire une étude, hein. Ils vont même vous parler de la luminosité dans les bureaux, de également bah, l'aération des bureaux. Enfin, vraiment, ils vont vous faire une analyse complète des postes. Et là, par exemple, demain, faire cette étude avec la médecine du travail vous permet aussi de répondre favorablement à ce critère-là, parce qu'en effet, vous aurez à la fin un plan d'action avec un certain nombre d'actions à proposer ou à développer pour que les équipes soient le mieux installé possible. En termes de formation aussi, hein, tout ce qui va être formation justement sur tout ce qui est gestes et postures, hein, on revient sur la notion des troubles musculo-squelettiques. Ça va être un élément aussi qui va pouvoir être mis en avant dans ce critère-là. Tout ce qui va être aussi des formations sur les risques psychosociaux. Aujourd'hui, en entreprise, on en entend beaucoup parler, hein, pour justement travailler et limiter tout ce qui est burn-out, par exemple.
dans les entreprises. Ça, voilà, les RPS, hein, c'est un peu le nom qu'on entend beaucoup en ce moment. Ce sont des formations là aussi qui rentrent complètement dans ce critère-là. Vous avez également tout ce qui est lié au secourisme, hein. Alors, c'est vrai qu'il y a une formation qu'on appelle sauveur secouriste du travail. Alors, elle a un caractère obligatoire dans l'entreprise parce qu'on doit avoir des référents. Donc, quand on a un ou deux référents de l'entreprise, ça veut dire qu'on est conforme à la réglementation. Dès lors où l'Office de tourisme peut avoir la volonté de former la totalité de cette équipe, alors elle peut répondre à ce critère 146. Donc voilà, ça, ce sont des choses sur lesquelles vous pouvez vraiment travailler pour répondre à ces risques psychosociaux et prévention, bien sûr, des risques professionnels. Sur le critère 147, donc là, on est sur la notion d'égalité homme-femme, femme-homme, les discriminations. Alors, je sais bien que dans les offices de tourisme, on est quand même, je dis on parce que je m'y inclus, on est quand même une population très, très féminine. Donc parfois, j'ai certains offices qui me disent, bah, en fait, notre équipe, elle est composée que de femmes, donc difficile de faire état de cette égalité. Ce qui est important dans ce critère-là, c'est vraiment de prendre en compte la promotion de l'égalité entre hommes et femmes, la lutte contre toutes les formes de discrimination, qui sont aujourd'hui aussi des enjeux hein, importants en matière de RSE, hein, et que finalement, toutes ces valeurs, donc vraiment de respect, de lutte contre la discrimination, d'égalité, ils doivent en fait être intégrés dès l'arrivée de tous vos nouveaux collaborateurs et renforcés bien sûr pendant le parcours. Donc, je vous ai mis par exemple dans le document. En effet, le livret d'accueil, par exemple, peut constituer le premier outil de sensibilisation en présentant les règles relatives, par exemple, à tout ce qui est lié au harcèlement dans l'entreprise, l'harcèlement moral, l'harcèlement sexuel, que l'on va venir noter. Également tout ce qui va être lié à la non-discrimination, hein, que ce soit de genre, de religion, de sexe. Et cette communication, vraiment, elle est à compléter potentiellement par, bien sûr, hein, tous vos affichages obligatoires que vous devez avoir dans l'entreprise. Et vous pourriez même aller jusqu'à former en interne des personnes pour devenir des référents harcèlement qui seraient donc désignés au sein de votre organisation. Pour ceux qui ont des CSE, par exemple, c'est des choses enfin pas des choses, ce sont des actions qui sont souvent mises en place. Et je voulais rapidement vous parler du dispositif Angela qui peut aussi répondre à ce critère 147, qui est un dispositif effectivement, enfin c'est un dispositif très intéressant, hein. C'est une initiative qui permet en fait de protéger les femmes contre les agressions, en fait en leur offrant un refuge de sécurité en cas de besoin. Donc les offices qui rentrent dans ce dispositif ont en fait un sticker collé à la porte qui permettent en effet aux femmes qui seraient victimes d'agressions dans la rue notamment, hein, elles savent donc que vous avez ce refuge qui est mis à leur disposition et les équipes bien sûr sont formées pour prendre en charge ces personnes-là. Donc ça aussi, ça peut être un élément intéressant. Si vous êtes dans le dispositif Angela, vous aurez forcément des preuves. Concernant le livret d'accueil, pareil, vis-à-vis de l'auditeur, bah, si on retrouve les outils de sensibilisation, vous pourrez les montrer. Et bien entendu, s'il y a un référent harcèlement dans l'entreprise, c'est pareil, vous aurez une attestation en ce sens. Sur le critère 148, donc qui concerne l'équité salariale et la promotion, hein, c'est-à-dire à poste équivalent entre les hommes et les femmes, ben, il n'y a pas de différence ni de rémunération, ni d'accès à la promotion ou de formation. Donc là aussi, on parle vraiment de justice sociale, hein, concrètement, hein. Elle garantit vraiment que chaque collaborateur va être rémunéré de manière juste, indépendamment, bien sûr, une fois de plus, de son genre, de son origine ou de tout autre facteur, ou de tout autre facteur discriminant, hein. Donc là, par rapport à cette équité, dans les entreprises, on met par exemple ce qu'on appelle des revues annuelles des salaires, hein. C'est un moment clé souvent dans l'entreprise qui nous permet d'analyser, de corriger les écarts. Donc ça, je vous encourage à faire un travail avec votre personne en charge des ressources humaines, hein, qui par rapport potentiellement à un tableau, ce sont des statistiques, hein, va pouvoir lisser et voir un petit peu où est-ce que vous en êtes en termes de niveau de rémunération. Alors pour ceux qui sont dans des offices de tourisme de droit public, hein, je pense notamment au Code des collectivités, c'est vrai que c'est quand même très encadré cette partie-là, vu que les rémunérations sont issues souvent hein, de l'ancienneté, d'un certain échelon et des montées. Donc ça aussi, ça peut être un facteur de preuve à montrer à votre auditeur, c'est-à-dire le respect tout simplement pardonnez-moi, du droit de la collectivité. Si je reviens, pardonnez-moi, à la revue annuelle, voilà, c'est une démarche hein, transparente où on montre à chaque équipe effectivement l'équité qui est mise en place en matière de rémunération.
Bien sûr, tout ce qui est accès égalitaire à la formation, donc bon, bah là, vous êtes, je pense, toutes et tous déjà bien entraînés à l'exercice, vu que déjà dans Qualité Tourisme, vous vous attendez autour d'un plan de formation, d'enregistrement de la formation, que tous les salariés aient au moins 3 jours. Alors même si aujourd'hui c'est un critère côté pilier qualité qui n'est plus aussi marqué en termes en tout cas de durée, il n'empêche voilà, que les outils que vous aviez en place seront aussi des outils pour montrer que l'accès à la formation reste là aussi très égalitaire entre chaque individu de l'entreprise. Et puis malgré tout, pensez bien que pour répondre à cette équité sociale et promotion, il y a aussi vos entretiens professionnels qui en font partie parce que pour certains d'entre vous, dans le cadre de cet entretien professionnel, il est fait état des principes de rémunération. Donc vous avez là aussi tous les documents à montrer à l'auditeur. Le 149 concerne la politique d'insertion et de solidarité. Là, on est sur une démarche qui se traduit en général par des actions qui visent à ouvrir finalement les portes de votre organisation sur des profils variés et parfois éloignés de l'emploi. Hier, pour étayer ce critère-ci, je discutais avec une DRH qui a mis en place un nouveau système de recrutement que je trouve vraiment intéressant et qui est en collaboration avec France Travail. Donc, je vous encourage peut-être aussi à prendre contact avec France Travail sur ce point-là. C'est ce qu'on appelle du recrutement sans CV. Les personnes vont être amenées à répondre à un certain nombre de questions, voire même à faire quelques actions. Et au regard effectivement des compétences qu'ils démontrent, ils peuvent être en effet auditionnés pour un recrutement, alors que concrètement, c'est des gens peut-être que sur CV, nous n'aurions jamais reçus en entretien. Donc ça rentre là-dedans. C'est ce qu'on appelle le recrutement sans CV. Dans cette politique d'insertion, bien sûr, on va retrouver tout ce qui est lié aussi à l'accueil d'alternants, notamment l'accueil aussi de personnes en reconversion professionnelle. Ça va vraiment rentrer en ligne de compte. C'est vraiment la première étape significative. Alors certes, il y a déjà l'accueil de stagiaires en entreprise, mais on attendra quand même que vous alliez un petit peu plus loin dans l'insertion. Et bien sûr, tout ce qui va être l'engagement local, l'inclusion et le handicap, notamment avec le travail que vous pouvez faire directement avec les établissements, donc on appelle les ESAT, pour par exemple l'entretien ou pour tout simplement parfois de la documentation que l'on va avoir. On a aujourd'hui des ESAT par exemple qui proposent de la papeterie éco-responsable. Donc ça peut être une collaboration avec eux qui va vous permettre en effet de répondre. Et puis quand même dans la politique d'insertion et de solidarité, il y a aussi tout ce qui est le travail collaboratif ou le soutien que vous pourriez avoir avec des associations locales qui œuvrent elles également pour l'emploi ou pour la réinsertion dans l'entreprise. Donc pareil, pour le justifier, vous aurez des contrats d'alternance, des contrats d'insertion, une facturation de l'ESAT qui vous permettent de le mettre en avant. Sur le 150, c'est sur tout ce qui concerne le dialogue. Alors, je l'ai appelé dialogue social actif. Le titre exact du critère, c'est des rendez-vous entre la direction et les salariés afin d'optimiser le dialogue sont organisés chaque année. Je trouve intéressant de revenir sur cette notion de dialogue social actif. Voilà, c'est une approche vraiment participative aujourd'hui pour renforcer l'engagement de l'ensemble des équipes et surtout améliorer aussi les orientations stratégiques. Donc là, dans le dialogue social actif, on va aussi retrouver bien sûr les entretiens professionnels, mais également, pourquoi pas, des réunions régulières, des groupes de travail qui sont organisés justement pour discuter des stratégies et des objectifs à atteindre sur les différents pôles de votre entreprise. Bien sûr, il y a tout ce qui est représentation autour du CSE. Alors, tous les offices n'ont pas aujourd'hui de comité social et économique, vu que lui aussi, il a comment dit-on, il est réglementaire dans les entreprises. C'est au-delà, bien sûr, de 11 collaborateurs lissés sur l'année. Mais c'est vrai que voilà, ce sont les éléments qui vont vous permettre là aussi de démontrer que vous êtes sur un dialogue social actif. Sur le 151, là, on nous parle du questionnaire du climat social. Donc, cette notion de climat social, elle est importante parce qu'en fait, elle reflète l'ambiance, le ressenti et les relations humaines au sein de votre entreprise. Un environnement de travail qui est positif, il favorise vraiment l'engagement des collaborateurs. On le sait aussi, ça limite beaucoup le turnover, ça réduit l'absentéisme. Et puis, de manière plus générale, ça améliore significativement la performance collective de l'entreprise. Donc, c'est vrai que dans ce cadre-là, on vous propose la mise en place d'un questionnaire annuel sur le climat social. Donc, c'est vraiment une notion de démarche d'écoute. On attend bien sûr que ce soit un questionnaire dit anonyme. Euh,
parce que ça, on va le voir ensemble, c'est vraiment important, avec une communication très claire, hein, quels sont les objectifs que vous avez hein, de ce questionnaire, qu'il y ait une analyse qui soit faite. C'est toujours mieux que l'analyse soit faite par un tiers, malgré tout, pour qu'elle reste la plus objective possible, hein. Et puis, bien sûr, qu'il y ait un principe de restitution partagée avec les équipes pour renforcer hein, vraiment cette notion de confiance et de sentiment d'appartenance. Alors, dans les slides suivants, je vous ai quand même mis quelques éléments clés sur le questionnaire QVT, climat social. Alors, QVT, c'est pour qualité de vie au travail, hein, qui est vraiment un outil d'écoute interne très intéressant. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait concrètement hein? C'est vraiment identifier les leviers, hein, repérer les facteurs d'amélioration. Ça va permettre de prévenir hein, vraiment les risques, d'adapter vos politiques aussi de ressources humaines et d'établir un dialogue en fait qui va être constructif. En mettant en place le questionnaire, en donnant la parole à chacun de manière anonyme et structurée, vous allez pouvoir démontrer votre volonté d'écoute, votre engagement à faire évoluer, bien sûr, les pratiques. Et une fois de plus, ça renforce vraiment ce sentiment d'appartenance et de confiance dans le management, dans la direction. Je vous ai mis ici un peu le contenu type d'un questionnaire QVT, hein. Donc, ça aborde bien sûr l'ensemble des dimensions qui influencent le bien-être et la performance, bien sûr, des collaborateurs. Sa structure, donc, en général équilibrée, elle permet vraiment d'avoir une vision globale du climat social. Je sais que plusieurs offices ont déjà développé ce type de dossier, pardon, de questionnaire, pardonnez-moi. Et donc, je vous ai mis voilà, deux grands pôles, hein, un pôle qui concerne des questions autour de la relation et de l'organisation, avec l'ambiance, les relations de travail, l'organisation, la charge de travail, la reconnaissance, la valorisation, l'équilibre de la vie pro et vie perso, communication et transparence. Donc là, on a voilà, vraiment des questions autour de cette thématique relation-organisation. Et puis, on va voir souvent aussi des questions autour du développement et de l'environnement. Donc, l'évolution et la formation dans l'entreprise, les conditions matérielles et l'environnement de travail qui est mis à disposition, des questions relatives à la santé et la sécurité dans l'entreprise, c'est-à-dire la manière dont ils perçoivent, dont ils ressentent, dont ils vivent ça, l'ouverture et l'inclusion. Et puis, bien sûr, il y a toujours une fin un petit peu sur la suggestion de participation. Donc, c'est un peu comme ça qu'on le construit. Et d'ailleurs, je vous invite aussi tout simplement sur Internet, il y a pas mal de sites hein, qui proposent ce type d'outils. Alors, pour partie gratuite, pour partie payante, en tout cas pour un peu pouvoir identifier les questions qui sont posées. Dans les bonnes pratiques pour le questionnaire QVT, je vous avais juste mis, voilà, qu'on a quand même quelques points clés. Bah, déjà, la durée hein, du questionnaire, hein, c'est quand même un facteur clé de succès parce que le but, c'est qu'ils y répondent. Donc, on vous dit que ça doit être limité autour de 10 à 15 minutes maximum hein, pour vraiment encourager. Bien sûr, l'anonymat garanti, hein, c'est le pilier essentiel. Il faut vraiment offrir un cadre de réponse libre pour que les gens puissent exprimer comment dit-on, justement le plus librement possible. Avoir une analyse des résultats bah, ciblée hein, pour que vraiment vous puissiez le décliner par thématique, par service et vraiment pouvoir ajuster les actions au plus près des réalités terrain. Et puis bien sûr, derrière, ça veut dire qu'il y a un plan d'action hein, qui est mis en place pour améliorer toujours plus. Enfin, le dernier point sur ce questionnaire quand même, c'était la mise en œuvre, hein. Donc, bah, il faut bien le préparer, hein. Il y a vraiment une phase préparatoire qui implique donc la définition précise de vos objectifs, la sélection des thématiques, l'élaboration des questions. Ensuite, bien sûr, l'implication, si vous en avez des représentants du personnel, hein, va renforcer aussi la légitimité. Et puis ensuite, il y a le déploiement du questionnaire, hein, avec bien sûr une bonne communication hein, qui est motivante, qui explique bien les enjeux et qui garantit à tous la confidentialité des réponses. Puis bien sûr, ensuite, il y aura tout ce qui va être lié à la collecte et à l'analyse, bien sûr, des résultats et la présentation transparente hein, des conclusions que vous allez présenter aux équipes, qui va constituer aussi des étapes cruciales, pardon, suivies par, bien sûr, l'élaboration collaborative, si possible, d'un plan d'action concret et, bien entendu, vous le savez, mesurable. Allez, c'était juste pour refaire un zoom sur cette partie dite de questionnaire climat social, ça me paraissait important de revenir dessus. Je viens maintenant au critère donc 152. Sur le critère donc 152, nous sommes donc sur le suivi de la performance sociale. Donc le suivi de la performance sociale, c'est vraiment la notion d'indicateur de suivi. Donc ce suivi là aussi, hein, c'est encore un levier essentiel pour bien piloter votre politique RSE, hein. Bon, on va parler notamment là, de la mise en place de tableaux de bord social hein, qui va intégrer des indicateurs de ressources humaines. Donc, dans ces indicateurs, on va retrouver tout ce qui va être lié, par exemple, à l'absentéisme,
les indicateurs liés à la formation, les indicateurs liés au turnover, des indicateurs liés à la parité. Voilà, c'est vraiment tous ces éléments qui vont constituer à un moment donné des métriques hein, qui vont refléter la santé sociale de votre organisation et l'efficacité potentielle des actions que vous mettez en place. Hein. Pour ceux et celles, bien sûr, qui ont également une démarche RSE, je pense peut-être pour certains qui sont dans Green Destination aujourd'hui, hein, comme le CRT à Occitanie vous y accompagne, hein, bien sûr. Ça peut être aussi très intéressant d'intégrer, bien sûr, ces indicateurs dans votre rapport annuel RSE, hein, avec les bilans de direction, pour aussi vraiment démontrer l'importance que vous avez dans cette dimension sociale et toujours plus, hein, renforcer cette crédibilité auprès, bien sûr, de vos parties prenantes. Il y a vraiment une notion de transparence autour de la gestion et de la communication de ces indicateurs. Et puis, je vous le mettais en troisième point sur le suivi, c'est aussi quand même la culture d'entreprise. Hein. Ces valeurs sociales partagées et mesurables mettent aussi vraiment en avant cette culture et renforcent encore plus finalement l'ADN hein, et donc finalement rend votre entreprise bankable aussi pour les salariés. Euh, le critère 153 concerne l'hébergement saisonnier. Alors, c'est vrai que c'est des questions aujourd'hui de l'hébergement des travailleurs saisonniers qui est un vrai défi aujourd'hui pour de nombreuses destinations. Hein. Le marché immobilier est souvent très tendu. Hein. Donc, travailler à proposer des solutions adaptées, c'est un enjeu aujourd'hui et un vrai avantage concurrentiel. Hein. Donc, c'est vrai que je voulais faire un focus sur la réservation des chambres en résidence universitaire pour ceux et celles, bien sûr, qui sont sur ces destinations. Parce que ça peut être un travail à mener, une collaboration à mener avec les centres universitaires, parce que ça peut être vraiment une approche intéressante, pragmatique et économique, parce que c'est des logements disponibles pendant les vacances scolaires, donc ça coïncide pile poil avec les périodes de forte activité touristique. On parle surtout pour bien sûr les saisons été, et ça offre un cadre adapté et un coût quand même qui est maîtrisé. Donc, voir aussi sur des accords avec des bailleurs sociaux, des collectivités territoriales. Certains offices de tourisme, par exemple, travaillent avec la collectivité qui sont propriétaires, par exemple, de camping, pour avoir des allotements spécifiques pour leurs saisonniers. Ça peut rentrer en effet en ligne de compte. Hein. Je vous ai mis quelques éléments clés par rapport aux résidences. Ça, c'est 30% d'économie moyenne hein, sur le budget du logement saisonnier bénéficiant de solutions proposées. Donc, c'est énorme pour un saisonnier, ça va vraiment l'attirer. Des saisonniers qui ont un accès à un hébergement facilité, aujourd'hui on le voit sur les stations, c'est 85% de taux de fidélisation. Et puis il faut voir que les logements universitaires, finalement, la durée moyenne d'occupation, c'est que de 12 semaines. Donc en effet, si on est sur des territoires où on a des logements universitaires, il peut être intéressant d'essayer de trouver des partenariats pour loger vos saisonniers. Pareil, hein, vis-à-vis de l'auditeur, ce sont les contrats que vous aurez, les conventions que vous aurez, qui vont permettre de valider que l'Office de tourisme a engagé des démarches spécifiques sur l'hébergement saisonnier. Hop, 154, il est 30, on arrive au bout. Le 154, c'est donc les collaborateurs sont associés aux prises de décision. Donc, pour moi, c'est clair que l'implication des collaborateurs hein, dans ce processus décisionnel, c'est un levier puissant hein, d'engagement, bien entendu. Donc, là, on vous parle bien sûr de consultation hein, avec des groupes de réflexion, des boîtes à idées sur les projets que vous pourriez déployer et présenter aussi bien sûr les résultats à l'audit. Mais surtout, au-delà de l'audit, là, c'est vraiment favoriser cet engagement. Hein. On a également tout ce qui est lié à la co-construction, hein, l'élaboration collective des chartes, des stratégies, des documents cadres, hein, qui là aussi sont un élément important de participation des collaborateurs aux décisions. Et puis, on a aussi dans certaines entreprises aujourd'hui ce qu'on appelle des chartes managériales, par exemple, hein, sur lesquelles on pourrait aussi les faire travailler. Et puis, bien sûr, intégrer, pourquoi pas, vos collaborateurs demain au comité de pilotage, au comité de direction, pour là aussi leur donner la parole et faire en sorte qu'ils soient un peu plus participatifs dans ce suivi des comptes rendus de réunion, des stratégies partagées, des co-constructions. Tous ces éléments-là seront autant de preuves à montrer au moment de l'audit. Le dernier critère concerne l'aménagement du temps de travail, le 155. Bon, finalement, on a déjà un petit peu parlé hein, de cette notion d'aménagement du temps de travail. Donc, c'est la mise en place d'actions relatives. Donc, bien sûr,
Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu aussi en matière d'attractivité et de bien-être, hein. Donc, on parle de l'autorisation du télétravail. Alors, dans certaines entreprises, c'est 1 jour par semaine. Dans d'autres entreprises, c'est deux, notamment hors saison, hein. Alors, c'est sûr qu'en office de tourisme, en tout cas pour les équipes accueil, c'est toujours très compliqué de parler de télétravail. Donc, malgré tout, voilà, certains offices arrivent à trouver des cadres, hein, notamment sur du hors saison, permettant à chacun d'avoir un petit peu de télétravail euh, là-dessus. On a aussi tout ce qui va être lié aux horaires flexibles, hein, donc d'arrivée et de départ, associés à des temps de pause adaptés selon les services, hein, qui peuvent offrir une souplesse vraiment qui est souvent appréciée, hein, pour gérer les contraintes personnelles. Et puis on a aussi certaines entreprises qui testent ce qu'on appelle les semaines optimisées. Alors, il y a un office de tourisme, d'ailleurs en Occitanie, hein, qui a tenté la semaine à 36 heures, hein, donc rajouter 1 heure par semaine, rajoutant ainsi une demi-journée de RTT donc, pour chaque collaborateur. L'initiative fonctionne plutôt bien, hein, les salariés apprécient, ça en fait partie. Aujourd'hui, on nous parle aussi potentiellement de semaines à 4 jours. Alors, j'ai entendu dernièrement même que c'était, oui, non, c'est pas Steve Jobs, c'est le fondateur de Microsoft qui dit qu'avec l'IA, on va peut-être passer demain à 3 jours semaine. Bon, écoutez, on verra, hein. Voilà. Mais en tout cas, ce sont autant d'actions que vous allez pouvoir mettre en place, que vous pourrez en effet valoriser au moment de l'audit pour montrer que vous respectez bien de l'aménagement du temps de travail pour l'équilibre, là aussi, vie perso, vie professionnelle. Voilà, on a fait le tour de tous les critères. On aurait pu en parler bien sûr beaucoup plus longtemps. J'espère que ça vous a donné déjà un certain nombre de cadres et de réflexions et bien sûr comment dit-on, d'actions à mener et à présenter au moment de l'audit. Voilà. Si vous Merci, avez des merci questions. Audrey. Ah, Merci Audrey pour tous ces éléments vraiment qui apportent une réelle valeur ajoutée à justement comment on répond au mieux aux exigences donc de ce nouveau référentiel. Donc j'ai suivi avec attention, je regarde dans le fil de discussion, en fait, ce n'était pas des questions en lien avec ce que tu nous as présenté. Donc on peut laisser encore 2, 3 minutes pour voir s'il y a des questions particulières. Donc, il y a beaucoup de merci, de grands merci. Merci Audrey, merci beaucoup. bah, merci à vous. Bon, ben, s'il n'y a pas de questions, comme l'avait dit Véronique, le support sera à votre disposition bientôt. Et puis, on se retrouve bientôt pour le prochain web. On se retrouve à la fin, on se retrouve le 16 mai pour tout ce qui concerne donc la politique responsable. Tout Voilà. à fait. Donc, Oula, en une demi-heure, vous me challengez là. donc le 16 mai, toujours pareil, même horaire. Vous avez donc toutes les informations, toujours pareil, sur le site du CRT. Donc, je vous remets tout ça. Il n'y a pas de souci. Et en tout cas, merci pour votre participation, votre implication à nos côtés. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Donc, je vous dis à très bientôt. À bientôt.